Bonsoir à tous. Donc moi c'est Quentin, je dirige The Metrics Factory, on est spécialisé dans l'analyse des réseaux sociaux et on accompagne de nombreuses marques, notamment pour appréhender et tirer profit du magnifique engagement que génère le sport sur les réseaux sociaux. Ça va être une des thématiques de cette table ronde où on va voir comment la social data et la data au sens large peut être utilisée et est utilisée par le PSG au service de tous ces objectifs stratégiques. C'est un des points qui est intéressant dans cette table ronde, c'est que pour un club de foot de première ampleur comme le PSG, la social data va être vraiment au service de tous les objectifs business et stratégiques du club. Et j'ai la lourde tâche donc d'animer la discussion avec, à ma gauche, donc Jonathan de chez Audience, Antoine du PSG et Alexis de chez Meltwater. Donc pour lancer un peu le sujet, Antoine, le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. Malheureusement, ce n'est pas le thème de cette intervention, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Il y a un autre sujet sur lequel le PSG est plutôt bon, c'est l'usage de la data. Quand on faisait la préparation, tu exposais justement les différents use cases dans lesquels tu utilises la data et les différents outils pour le PSG. Est-ce que tu peux nous les détailler, s'il te plaît? Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis arrivé au PSG il y a 2 ans. Donc, je suis data analyst. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au PSG, tout est quasiment internalisé en termes de production de contenu. Et d'un point de vue tracking de tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on publie sur le site, sur l'app, ça vient de notre département digital. Et donc pour ça, on a plusieurs outils qui nous permettent d'améliorer le contenu qu'on produit chaque jour. Ça peut être de l'inspiration qu'on va aller chercher via un outil comme Tubular, où là on va être capable d'identifier les derniers TikTok les plus influents du moment dans l'univers du sport, mais aussi au sens large en allant traquer des mots-clés et en faisant du social listening sur Radarly de Meltwater. Là on va essayer d'identifier des opportunités de contenu sur lesquelles on pourrait rebondir. Et là nos community managers sont en veille permanente sur ce qui est produit en termes de créativité artistique. On reposte beaucoup d'artistes, notamment sur Instagram, pour justement donner de la force à ces artistes-là. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal d'outils qui nous permettent d'avoir de la veille d'opportunité et des outils aussi qui nous permettent de surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand on parle du club. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le PSG, donc c'est le 4e club le plus suivi dans le monde, qu'on a 212 millions de followers sur les réseaux sociaux, toutes plateformes confondues. Et donc il faut répondre aux attentes de plusieurs communautés. Et c'est pour ça qu'on est en veille permanente sur ce qui est produit en matière de contenu. Juste pour revenir sur la partie audience, qui est un des thèmes de la journée, je me souviens que tu nous donnais un exemple sur un des recrutements de cet été. Je crois qu'il y a eu un impact assez fort sur votre audience. Est-ce que tu peux en parler? Oui, tout à fait. Il faut se dire que le mercato n'est pas lié non plus à la stratégie digitale du club. C'est qu'une conséquence ensuite sur ce qui va se passer en termes d'audience, pardon. Donc sur ce qui va se passer en termes d'audience, là avec le recrutement de Lee Kang-in, un Coréen, il faut savoir que sur YouTube, la Corée était notre 39e pays en termes de viewers la saison d'avant. Maintenant, c'est les 2e. Donc il y a une vraie différence. Le mercato influe énormément sur nos performances. Après, nous, notre rôle, c'est de ne plus être dépendant de nos joueurs, de ne plus être dépendant du mercato et des résultats sportifs. Donc ça, c'est un peu, on va dire, un facteur externe, mais nous, on ne doit pas être dépendant de tout ça. Donc là, ça va être de la veille, énormément de veille, pour pouvoir innover et proposer du contenu qui sort du lot et qui nous différencie de la concurrence. Ok, puisque tu parlais de veille, on peut peut-être donner la parole à Alexis. Antoine l'a parlé brièvement, donc analyse de contenu, oui. On surveille les audiences, y compris en Corée, donc dans des pays différents, oui. Et de série mondiale. Il l'a dit brièvement, mais il y a des sujets aussi d'irréputation, de corporate, je dirais, de risque. Côté outils, comment ça se passe et comment vous accompagnez au mieux le PSG, notamment sur cette problématique internationale, multiplateforme, multisource de données?
Déjà, ça fait 6 ans qu'on est partenaire de la gestion de la réputation du Paris Saint-Germain. C'est un de nos clients les plus prestigieux en France, évidemment. On est très fiers de pouvoir les accompagner et d'être à leur service de ce point de vue-là. Le PSG, c'est vraiment, je dirais, le type de marque qui a tous les use cases qu'on puisse imaginer. À la fois une dimension globale, c'est un club qui est suivi partout dans le monde. Je dirais un volume, des communautés en volume qui sont extrêmement larges. Antoine vient de le mentionner. C'est une des franchises de sport, de manière générale, en dehors même du monde du football, les plus suivies et appréciées au monde. C'est aussi, je dirais, un use case sponsorship, mesurer l'impact du sponsoring pour les entreprises qui sponsorisent le Paris Saint-Germain au fur et à mesure du temps. On travaille aussi main dans la main avec l'agence de communication du PSG sur un use case un peu différent de celui d'Antoine, mais sur la protection de la réputation du Paris Saint-Germain dans les médias internationaux. Il y a tout un volet communication de crise également. Paris Saint-Germain, Antoine ne me contredira pas. Moins cette année parce que les résultats suivent, mais les dernières années ont été un peu plus compliquées je dirais au niveau réputation corporate du Paris Saint-Germain. Et la réalité, c'est que même dans les années à succès, il y a toujours des événements extra-sportifs qui peuvent se produire. C'est un club qui génère énormément de conversations, énormément d'attention, et tous les acteurs de ce club sont extrêmement surveillés par les médias. Donc c'est super important pour la direction de la communication corporate aussi du Paris Saint-Germain de pouvoir s'appuyer sur Meltwater pour être en amont de toute émergence de sujets sensibles, pouvoir être les premiers à réagir et faire en sorte de protéger la réputation du club. Et après, sur la dimension purement social data, je pense que l'objectif ultime du Paris Saint-Germain, c'est de cultiver une fanbase qui soit loyale, engagée, et tu me corriges si je me trompe Antoine, mais la plus jeune possible, pour pouvoir conquérir des audiences, je dirais, les plus jeunes possibles, avant qu'elles se tournent vers un autre club, que ce soit le Real Madrid, le FC Barcelone, le Manchester United. La concurrence est féroce. Tout à fait, on essaye d'être le club de la nouvelle génération. Il faut savoir que le compte PSG féminine est suivi par 45% de moins de 24 ans. Donc il y a une vraie stratégie de séduire cette jeune audience. Après, sur le compte global du Paris Saint-Germain, ça dépend des réseaux sociaux, mais on est entre 35 jusqu'à 65% de moins de 24 ans sur du TikTok, sur du Snap. Donc là aussi, c'est essayer de s'adresser à cette communauté pour leur proposer dès le plus jeune âge du contenu qui les divertit et qui continue à être fidélisé par le club jusqu'à la fin. Ouais. Alexis, tu as mentionné rapidement le sponsoring. On parlait de différents use cases. Donc là, on a parlé de contenu, de créer une marque, fidéliser une audience et des sujets corporate. Est-ce qu'il y a des use cases plus business je ne sais pas, je pense à la billetterie, le merchandising ou le sponsoring qui sont les principales lignes de revenus du club, j'imagine ? Tout à fait, sur la partie sponsoring, il faut savoir que le Paris Saint-Germain a énormément de sponsors qui sont en recherche aussi de data. Donc au-delà de leur promouvoir de la visibilité au stade, sur le maillot, ils veulent aussi de la visibilité sur les réseaux sociaux, ce qui est légitime. Et donc mon rôle, c'est aussi de les accompagner, d'accompagner le département de sponsoring pour voir, par exemple, sur une campagne d'accord, de Hall, quel a été le niveau d'impression des différentes publications sur nos réseaux sociaux. Ça peut être aussi différentes opérations qu'on a menées à l'étranger, au Qatar, notamment pour promouvoir des sponsors locaux via certaines anciennes gloires du club. Donc là aussi, on va faire des rapports pour essayer d'identifier quel est le contenu qui marche le mieux, pourquoi surtout il a fonctionné. Et donc là, on s'aide d'outils aussi comme Amplify. On a un contrat avec eux depuis une bonne dizaine d'années. Donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir cette richesse de données et d'avoir un recul aussi important. On peut voir vraiment les performances du club depuis quasiment 15 ans, de voir comment le club a grandi. Et sur cette partie sponsoring, c'est une vraie richesse de voir aussi comment nos sponsors grandissent avec nous. Ok, merci pour cette réponse. Tu veux ajouter quelque chose ? Je veux bien ajouter une dimension technologique à la réponse d'Antoine.
pour le use case sponsoring, je pense que c'est important que les gens prennent conscience du fait que quand on diffuse des images d'un match, quand on publie une photo sur un article d'un média sportif important comme l'Équipe en France, il y a toujours, par exemple, la marque Qatar Airways qui apparaît. Le problème, c'est que personne ne mentionne Qatar Airways dans le texte de l'article, dans la mention sous la photo, ce genre de choses. Donc, et pour autant, c'est super important pour les marques investissant dans les contrats de sponsoring avec les clubs de l'envergure du PSG, de pouvoir mesurer l'impact et le ROI, au moins en termes de présence médiatique et de visibilité de leur logo. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on a aussi construit des technologies de logo recognition pour entraîner les machines à retirer, à extraire ce logo et pouvoir valoriser pour les clubs l'impact médiatique de leur contrat sponsoring. Okay. Et là, dans ce volet-là, c'est veille média et social média aussi? Là, c'est vraiment plutôt... c'est autant dans la partie veille média que dans la partie social média, et autant dans la partie photo que dans la partie vidéo désormais. Et ça, c'est probablement un petit peu plus difficile à réaliser d'un point de vue technologique, mais ça a été une avancée majeure pour proposer une analyse la plus exhaustive possible. Ouais. Okay. C'était ça dont tu parlais pour Hall notamment. Oui, tout à fait. Il y a de la reconnaissance. Après, il y a aussi essayer d'identifier quels sont les TikTok qui ont le mieux fonctionné pour une marque comme Hall. Est-ce qu'on passe en du full vertical sur les contenus qu'on propose à nos partenaires? Est-ce qu'on va faire des formats plus longs sur du YouTube? Donc là, on utilise plein d'outils justement pour essayer de proposer du meilleur contenu à nos partenaires et qui soit encore plus visible sur les réseaux. Et donc effectivement, cette partie reconnaissance, cette partie brand valuation est hyper importante pour nous, pour justifier un partenaire. Voilà, on vous a délivré tant d'impressions, ça représente aussi un équivalent média. Si vous aviez investi dans la télé, dans d'autres médias plus traditionnels, nous on est capable, le PSG, d'avoir une portée importante sur les réseaux sociaux et de vous délivrer ça naturellement, organiquement. Vous parliez tous les deux de rajeunir la fanbase ou rajeunir l'audience. Je pense que les partenaires doivent aussi attendre des choses sur qui sont les gens qui sont exposés au contenu, un peu quelle est l'audience exposée, ce qui me permet de faire la transition avec Jonathan. Côté audience, quel type de use case ou en termes d'audience intelligence, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour ce type de problématique? Peut-être qu'il y a déjà eu des éléments de réponse dans la présentation de Grégoire juste avant, mais selon toi, quels sont les use cases qui pourraient être pertinents pour peut-être aller plus loin, enrichir, ou des choses qui sont peut-être déjà faites côté PSG? Mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été évoquées durant les différentes présentations, et spécifiquement celle de Grégoire. Peut-être souligner un point, quand on parle de audience intelligence, finalement c'est la compréhension fine et holistique de toutes les audiences stratégiques autour d'une organisation ou d'une marque. Et il y a deux points qui sont importants. Le premier, c'est le volet holistique, puisque finalement ce qui va compter, c'est être en capacité de décrypter une audience sous toute une série d'angles, que ça soit comment cette audience elle est influencée, et donc le social intelligence va permettre de le faire, mais aussi par exemple comment cette audience se comporte en termes de consommation des contenus, en termes de navigation sur le web, en termes d'interaction avec les différents contenus, par exemple, sur Meta. Et le fait de combiner ces différentes facettes, ces différents spectres de compréhension, et ici on aborde ces deux dimensions, mais GWI, par exemple, avec des online panels, viennent apporter une nouvelle compréhension des audiences, ou le social listening qui viennent nous permettre d'identifier des tendances ou de quoi on parle spécifiquement. Cette intégration, cette agrégation de l'ensemble de ces données va permettre finalement d'apporter une compréhension qui va être complète, stratégique, et qui va permettre de servir l'ensemble des différents départements des institutions ou des organisations. Il y a un deuxième point qui est important également, c'est le fait d'être en capacité de comprendre toutes les audiences stratégiques. Et donc, on entend par toutes les audiences stratégiques les audiences qui disposent qui ont un niveau d'engagement et de proximité différent avec une institution ou une marque. Si on prend le cas du PSG, toute une série de personnes vont être intéressées par le PSG, mais de manière très passive. Ils ne vont pas forcément liker leurs social channels, mais juste de par le fait qu'ils consomment les contenus auxquels ils sont exposés sur leur newsfeed, est une forme d'intérêt qui est plus passif,
mais dans lesquels on va être en capacité de comprendre qui sont ces gens que Meta, par exemple, a qualifiés comme étant intéressés par le PSG, indépendamment de leur initiative proactive d'aller liker un contenu ou d'aller se lier à une page. Et puis, il y a la compréhension des personnes qui ont été un step plus loin dans la proximité et dans le rapprochement relationnel avec le PSG, parce qu'ils ont liké le compte Twitter, ils ont liké la page Facebook, ils ont liké le compte Instagram. Qui sont ces différentes personnes? Et puis, il y a les personnes qui passent du temps sur le site web du PSG. Et puis, il y a les personnes qui ont acheté des produits dans le merchandising. Et puis, il y a les personnes qui ont acheté des différents billets. Et puis, il y a ceux qui utilisent l'app. On est en capacité aujourd'hui, avec l'évolution des possibilités, des techniques au niveau d'audience intelligence, d'analyser toutes ces couches d'audience pour vraiment comprendre comment évolue finalement, d'une certaine manière, quand on parle dans le monde du marketing, on parle de funnel de conversion. Dans les différentes couches du process décisionnel ou de la proximité relationnelle, on va être en capacité de comprendre les différences existantes entre ces différentes audiences. Donc là, on a toute une série de use cases qui ont déjà été mentionnés, mais qui se dessinent. On a parlé de pas mal de listening. C'est intéressant de comprendre, au-delà des thématiques émergentes, des tendances, qui sont les personnes derrière et quels sont les autres intérêts qu'ils n'ont pas déclarés, mais qui peuvent les influencer. Par qui ils sont influencés, ces personnes qui ont créé cette réputation, qui créent ces conversations. Il y a un deuxième use case assez puissant, c'est si on prend par exemple, on a fait le petit exercice de comparer le compte Twitter de PSG Global et de le mettre au regard de PSG, par exemple, Corée. On va retrouver par exemple sur le compte de PSG Global une communauté très fortement liée au monde du foot, avec, c'est assez logique, mais on va retrouver vraiment des passionnés de foot qui aiment d'autres joueurs du club, qui aiment d'autres clubs de foot, qui ont vraiment cette relation proche avec le monde du foot. Et puis une communauté très spécifique qui est construite de manière complètement exploratoire, donc c'est pas prédéfini, qui est une communauté de fans de foot algériens, par exemple. Une très grosse communauté dans le compte global. Et puis, si on va sur le compte de la Corée du Sud, là, on va retrouver une audience qui est fortement liée à un groupe de musique qui s'appelle BTS et de la K-pop music. Et donc, ça change complètement l'approche qu'on peut avoir en termes d'activation, en termes de création de contenu qui fait de la résonance, parce qu'on a décrypté quels sont les différents segments culturels qui vont venir cohabiter dans les différentes audiences. Si on parle de digital intelligence, on a fait brièvement référence au merchandising. Là, à nouveau, on a la possibilité de pouvoir comprendre qui, parmi les personnes qui ont déjà acheté des produits dans le store, quelle est leur affinité lors d'une campagne de Black Friday, quelle est leur relation d'affinité, par exemple, avec différents types de produits, et comment utiliser le bon levier au niveau de la campagne avec le bon targeting pour optimiser finalement l'impact sur la campagne. Et puis le dernier point qui a été également évoqué d'une certaine manière, c'est la notion de positionnement que peut avoir le PSG de par le fait qu'elle comprend précisément sa cible. Si on prend PSG, alors si on prend le monde du foot féminin au niveau worldwide, parmi cette audience globale des personnes intéressées par le foot féminin, il n'y a que 34% qui est composé de femmes. Donc l'intérêt est globalement, habité par des hommes. 66% sont des hommes qui ont un intérêt pour le foot féminin, 34% sont des femmes. Si on regarde l'intérêt sur Meta PSG féminin, on divise par deux le nombre de femmes. On est à 17% des femmes qui aujourd'hui ont un intérêt pour PSG féminine, qui a un intérêt sur Meta. Et donc, il y a tout un enjeu derrière. Comment le PSG, s'il y a une volonté de féminiser son audience, peut se positionner en utilisant, par exemple, les bons sponsors ou les bons partenariats. Dans l'analyse qu'on a effectuée, par exemple, des marques comme Uber Eats, comme Orange, comme des running apps ou des marques de cartes de crédit vont être des marques qui ont une très forte affinité avec les femmes qui ont un intérêt pour le PSG. Donc on sait qu'une relation de partenariat, une relation de proximité, de cohabitation entre ces deux univers devrait amener l'arrivée, un appel d'air vers une nouvelle audience féminine, par exemple, pour le PSG. Et du coup, le raisonnement est similaire si on se positionne du côté des marques. Les marques peuvent également utiliser le même type d'approche pour renforcer leur positionnement lorsqu'elles souhaitent atteindre des groupes cibles spécifiques qui les intéressent pour le développement de leur business.
Je pense qu'on peut dire que c'était très complet. Merci et très clair dans les différents use cases et l'usage de l'audience. Je me posais une question, Antoine. Très souvent dans le marketing, enfin, et encore plus dans le social media, il y a la question du benchmark. À qui on se compare en tant que marque? En tant que PSG, vous regardez qui? Vous comparez à qui? À d'autres clubs de foot français, internationaux, à des franchises américaines, à des marques de divertissement, je sais pas. C'est qui un peu les exemples que vous regardez? On suit très régulièrement un top 10 européen composé des meilleurs clubs de foot à l'échelle européenne, vraiment. Donc là, on retrouve le Barça, Manchester United, le Real Madrid, Arsenal, tous les clubs de première ligue nous intéressent. Après, quand on va aller chercher plus de l'inspiration, on va essayer de sortir de ce cadre. On va se dire, en MotoGP, ils font quoi sur WhatsApp ? On a créé un compte WhatsApp Channel très récemment et là on cherchait des inspirations vraiment de tous les secteurs d'activité. Et on a remarqué que le compte MotoGP sur WhatsApp Channel proposait des stickers des différents pilotes. Et donc on a instauré ça et à chaque match de Ligue des Champions, vous pouvez le voir maintenant sur notre compte WhatsApp, on a des joueurs en train de célébrer, on peut enregistrer le stickers, l'avoir dans sa base WhatsApp et pouvoir se l'envoyer entre amis. Donc on essaye vraiment de regarder dans tous les secteurs quand il s'agit d'inspiration. Après, quand c'est plus de la surveillance de notre statut par rapport aux autres, là on va regarder un top 10 européen. Et à l'échelle française, on regarde dans le rétro, mais ça va. Donc ça va, ça c'est plus trop tranquille. Mais non, donc en tout cas, on a des concurrents vraiment européens qui sont notre cœur de compétition. Après, ça dépend encore une fois des résultats sportifs, de l'innovation qu'ils font sur les nouvelles plateformes. Là, on peut regarder la Juventus a par exemple pris 2 millions de followers en un an sur YouTube. Et ils ont une stratégie autour des shorts qui est hyper pertinente. Donc on va aller voir ça, on va se dire ok, quels sont les contenus qui marchent le mieux, pourquoi ils marchent le mieux, comment ils éditent leurs shorts. Et c'est là qu'on arrive à se dire ok, c'est cette stratégie-là qu'il faut adopter sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on a beaucoup d'inspiration un peu dans tous les secteurs, mais on essaye en tout cas de s'adapter à ça pour pas être dépendant non plus de tout ce qui est sportif et de la belle saison qu'on est en train de faire. Mais là, pour vous donner un exemple aussi par rapport aux bons résultats sportifs, il faut aussi surfer sur ces bons résultats sportifs. Et le match retour face au Barça, c'est 1300 contenus publiés par le club sur les réseaux sociaux juste après la victoire. Donc c'est de gros volumes. C'est des millions d'engagements, on en est à 25 au global, c'est plus de 150 millions de vues sur les réseaux sociaux juste après la victoire, nos contenus qu'on publie. On a atteint des records d'audience sur pas mal de TikTok, sur pas mal de Reels qu'on a fait sur Insta. Donc vraiment, on attendait le Barça au tournant après leurs différents chambrages sur les réseaux sociaux. On s'est dit on va attendre que le match retour se passe et nos community managers, nos social media managers ont pu proposer du contenu réactif. C'est important d'être réactif sur les réseaux sociaux pour justement engager encore plus qu'eux. Ok, hyper intéressant. Tu as parlé de 1200 contenus après le match contre le Barça, c'est ça? C'est 1300. 1300. 1300. Après, il y en a encore qui sont publiés dans certains pays, notamment sur nos comptes coréens qui parfois publient du contenu un peu alternatif autour de la victoire. Mais effectivement, sur tous les réseaux sociaux, le PSG, c'est 1300 contenus. Ça m'amène à une question plus pour Alexis, je pense, en termes de volume, justement, parce que là, on se dit 1300 contenus émis par le club. Si vous écoutez, si vous faites une veille média, social média de tout ce qui se dit, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait énormément de réactions positives quand on gagne. Quand il y a des crises, des sujets plus sensibles, énormément de réactions négatives. Est-ce qu'il y a une idée de volume et surtout, est-ce que c'est comparable à une marque? Est-ce que c'est plus ou moins? Ou par rapport à quel autre acteur tu comparerais en termes de volumétrie? La marque Paris Saint-Germain, aujourd'hui, je pense qu'en termes de volumétrie, c'est l'équivalent des très grosses marques de mode. On en connaît les marques du groupe LVMH, les marques du groupe Kering, ce genre de marque à forte notoriété, fort engagement également. C'est à peu près le même type de résonance, notamment avec ce global reach, cette communauté globale qui engage autour des sujets autour du Paris Saint-Germain.
Un des différenciateurs de Meltwater, c'est ce qui avait d'ailleurs occasionné le switch à l'époque, en 2018, d'un concurrent vers Meltwater. C'est justement ce volume de data illimité qui est proposé au Paris Saint-Germain et à nos clients de manière plus générale. Et à l'époque, le Paris Saint-Germain était très frustré par cet ancien prestataire, puisque on leur avait promis un volume illimité, mais Neymar avait signé au PSG à l'été 2017, et ça avait fait dérailler la plateforme et paralyser la plateforme qui n'avait pas pu suivre le volume de contenu autour du transfert de Neymar. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles nous sommes encore aujourd'hui le partenaire du Paris Saint-Germain sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, je peux rebondir aussi là-dessus. Le PSG aussi, via ses matchs de Ligue des Champions hyper importants, on essaye de mesurer le volume de conversations générées sur les réseaux sociaux sur des matchs pareils pour essayer de voir par rapport à un festival comme Coachella, par rapport à la sortie d'un film comme Barbie, essayer de voir le niveau de résonance qu'a le PSG. Et effectivement, on est une marque passionnelle. Par essence, le sport, c'est la passion, donc les gens s'expriment naturellement, et c'est des très très gros volumes. Donc là, on va chercher d'un point de vue macro aussi ce que les gens disent, mais on va aussi regarder nos hardcore fans, les gens qui se disent fans du PSG sur les réseaux sociaux, spécifiquement sur X. On va identifier individuellement cette fanbase hyper engagée, et on va être capable après de dire, voilà, par rapport à tel sujet d'actu autour du club, qu'en pensent les super fans du PSG. Super. Merci beaucoup à vous trois. On arrive à la fin du temps réglementaire. Est-ce que je peux Temps poser une supplémentaire, question 3 à minutes. Antoine, parce que on est panéliste, donc supposé émettre des opinions, mais moi j'ai également une question pour Antoine. Il y a une série télévision qui a été sortie par Canal+ dernièrement sur l'univers du football, et qui met le focus sur une agence de communication au service d'un club fictif qui s'appelle le Racing. Cette série s'appelle La Fièvre, et on les voit régulièrement entrer dans une sorte de war room avec des écrans de social listening assez intenses, et je me suis demandé à quel point, j'imagine que tu as pu voir la série, à quel point ces images-là ont résonné avec ta fonction professionnelle. Alors, j'ai pas vu la série, mais j'en ai entendu parler via des collègues, justement. Et ça résonne totalement, parce que c'est vraiment 50% de mon métier, le social listening. Et de voir des war rooms, de voir des écrans complets de surveillance des réseaux sociaux, c'est une grande partie de mon métier. Donc je pense que je vais vite m'y mettre à cette série, parce qu'on en a beaucoup parlé, et je pense que c'est une grosse partie de mon métier. Ouais. Merci Quentin. Merci à vous. Merci.